Elle comptait les minutes dans un studio gris, la pluie martelant la vitre, écran éteint ce soir, un appel, une voix, une dette, 60 000 €. En 15 minutes, une berline noire, vitre teintée, 3 coups, un sac, des barbelés, une grille qui claqua derrière elle. Le silence l'enveloppa, plus lourd que les menottes. Certains moments changent tout pour toujours. La pluie frappait les vitres de l'appartement miteux comme des balles perdues. Chloé serrait ses bras autour de ses genoux, recroquevillée sur le canapé défoncé, les yeux fixés sur l'écran noir de la télévision éteinte. 20 ans, l'âge où d'autres filles rêvaient d'université, de voyage, d'amour. Elle comptait les heures avant que son père rentre. Le bruit de ses pas dans l'escalier résonnait déjà dans sa tête comme une sentence. Bernard Moreau poussa la porte d'un coup d'épaule. L'odeur d'alcool et de cigarettes l'accompagnait comme un nuage toxique. Il ne regarda même pas sa fille. Ses yeux injectés de sang scannèrent l'appartement, cherchant quelque chose à détruire. Quelqu'un à blâmer pour sa vie ratée. 48 ans de colère accumulée et de rêves brisés. Un homme qui avait appris à mesurer sa valeur par la peur qu'il inspirait aux autres. Où est ta mère ? Sa voix était un grondement sourd, comme le tonnerre avant l'orage. Chloé ne bougea pas, ne répondit pas. Elle avait appris que le silence était parfois le seul refuge. Sa mère travaillait de nuit dans une usine de conditionnement, 16 heures par jour pour payer les dettes de jeu de Bernard. Elle ne rentrerait qu'à l'aube, épuisée, les mains abîmées par les produits chimiques. Bernard s'approcha. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Il s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle sente son haleine aigre. « Tu m'ignores, petite salope ?» Le téléphone sonna. Un son strident qui déchira le silence tendu. Bernard décrocha d'un geste brusque, sa voix changeant instantanément, passant de la menace à la servilité. « Monsieur Dubois ? Oui, oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. » Chloé connaissait ce nom. Pierre Dubois. L'homme qui possédait les 3/4 des commerces du quartier, celui devant qui son père courbait l'échine comme un chien battu. Elle l'avait aperçu une fois, sortant d'une berline noire aux vitres teintées. Grand, élégant, des cheveux gris parfaitement coiffés, et des yeux qui semblaient tout voir, tout calculer. 42 ans, et une réputation qui faisait trembler les plus endurcis du milieu marseillais. Demain ? Oui, j'aurai ce qu'il faut. Bernard raccrocha, la main tremblante. Il se tourna vers Chloé, et pour la première fois, elle vit autre chose que de la colère dans ses yeux. De la peur. Une peur primitive, animale. Il s'assit lourdement sur la chaise en face d'elle, se prit la tête entre les mains. 60 000 €, murmura-t-il. Je lui dois 60 000 €. Chloé sentit son estomac se nouer. Elle connaissait les histoires. Ce qui arrivait à ceux qui ne pouvaient pas payer Pierre Dubois. Des disparitions, des accidents. Des familles entières qui déménageaient en pleine nuit. « Tu vas m'aider » dit Bernard en relevant la tête. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat mauvais. « Tu vas faire ce que je te dis. » Le lendemain soir, Chloé se tenait devant le miroir fissuré de la salle de bain. Sa mère avait pleuré toute la matinée après que Bernard lui ait annoncé sa décision. Pas de larmes de rage ou de révolte, des larmes de résignation, de défaite. Comme si elle avait toujours su que ce moment arriverait. C'est temporaire, avait menti Bernard. Dubois a besoin d'une gouvernante, quelqu'un pour s'occuper de sa propriété. C'est une chance pour elle. Mensonge. Chloé le savait, sa mère le savait. Mais dans leur monde, la vérité était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La berline noire l'attendait devant l'immeuble. Vitres teintées, moteur silencieux, un cercueil sur roue. Le chauffeur ne dit pas un mot quand elle monta à l'arrière. Il ne la regarda même pas dans le rétroviseur. Pour lui, elle n'existait déjà plus. La propriété de Dubois se dressait derrière de hauts murs surmontés de barbelés, à 20 minutes du centre de Marseille. Une forteresse moderne, tout en verre et acier, qui brillait sous les projecteurs de sécurité comme un joyau maléfique. Les grilles s'ouvrirent automatiquement à leur approche, se refermant dans leur dos avec un claquement définitif. Pierre Dubois l'attendait sur le perron. Costume sombre, cravate parfaitement nouée, pas un cheveu de travers. Il avait l'élégance froide d'un requin en costume. Quand leurs regards se croisèrent, Chloé sentit quelque chose d'étrange. Pas de la luxure comme elle s'y attendait, pas de la cruauté non plus. Quelque chose de plus troublant, de l'intérêt, comme s'il étudiait un puzzle particulièrement complexe. « Bonsoir Chloé ». Sa voix était douce, cultivée, presque chaleureuse. « Bienvenue chez moi ». Elle ne répondit pas, ne pouvait pas.
Sa gorge était nouée par la peur et la rage mélangées. Dubois sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il dit que tu es différente des autres filles de ton âge. Il fit un pas vers elle, et Chloé recula instinctivement. Plus intelligente, plus résistante, le chauffeur repartit sans un regard en arrière, emportant avec lui le dernier lien de Chloé avec son ancienne vie. Elle était seule maintenant, seule avec cet homme dont la réputation faisait frémir les plus endurcis du milieu. « Marcel va te montrer ta chambre », dit Dubois, en désignant un homme corpulent qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte. « Nous dînerons ensemble demain soir. J'aimerais apprendre à te connaître. » Chloé suivit Marcel à travers des couloirs aux murs nus, éclairés par des néons froids. Pas de tableau, pas de photos, rien qui puisse révéler la personnalité du maître des lieux. Juste du béton, du verre et du silence. Un silence qui pesait comme une chape de plomb. Sa chambre était spartiate. Un lit, une commode, une petite fenêtre grillagée qui donnait sur la cour intérieure. Marcel déposa sa valise sur le lit et se dirigea vers la porte. « Mademoiselle ?» Sa voix était rauque, fatiguée. « Un conseil. Ici, on ne pose pas de questions. On ne fouille pas. On fait ce qu'on nous dit, quand on nous le dit. » Il marqua une pause, la main sur la poignée. « Monsieur Dubois, il n'est pas comme les autres. Il observe tout, il retient tout, et il n'oublie jamais rien. » La porte se referma avec un déclic sec. Chloé entendit le bruit d'une clé qui tournait dans la serrure. Elle était prisonnière. Mais de quoi exactement? Et surtout, qu'est-ce que Pierre Dubois attendait vraiment d'elle? Dans le silence de sa cellule dorée, elle comprit que sa vraie épreuve ne faisait que commencer. Le réveil sonna à 6 heures précises. Chloé n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit les yeux ouverts, écoutant les bruits de la propriété. Des pas dans les couloirs, des portes qui claquent, des voix étouffées qui chuchotaient des secrets qu'elle ne voulait pas connaître. À travers la fenêtre grillagée, elle avait vu des ombres se déplacer dans la cour, des silhouettes qui patrouillaient comme des fantômes armés. Marcel frappa 3 coups secs à sa porte. « Mademoiselle, le petit déjeuner est servi. » La salle à manger était immense, froide comme un musée. Une table en acajou massif trônait au centre, assez grande pour accueillir 20 personnes. Chloé s'assit à l'une des extrémités, perdue dans cet océan de bois sombre. Pierre Dubois l'observait depuis l'autre bout, une tasse de café fumant entre les mains. Il ne buvait pas. Il étudiait. « As-tu bien dormi ?» Sa voix portait dans le silence, rebondissant sur les murs nus. Chloé hocha la tête sans le regarder. Mentir était devenu sa seconde nature. Dubois sourit, ce même sourire calculé qui ne révélait rien. « Tu n'es pas très bavarde. Ton père m'avait prévenu. » Il posa sa tasse avec une précision chirurgicale. « Cela ne me dérange pas. J'ai horreur des gens qui parlent pour ne rien dire. » Il se leva, contourna lentement la table. Chaque pas résonnait comme une menace veloutée. Il s'arrêta derrière elle, assez près pour qu'elle sente son parfum. Quelque chose de cher, de sophistiqué, l'odeur du pouvoir. « Aujourd'hui, Amélie va te faire visiter la propriété, te montrer tes responsabilités. » Sa main se posa brièvement sur le dossier de sa chaise. « Je pars en voyage d'affaires pour 3 jours. Quand je reviendrai, j'aimerais que tu te sentes chez toi. » Amélie était une femme de 50 ans au visage buriné par les secrets. Elle dirigeait le personnel domestique avec l'efficacité militaire de quelqu'un qui avait survécu longtemps dans l'ombre de Pierre Dubois. Ses yeux bleus étaient froids comme l'acier, mais Chloé y décela autre chose. Une forme de compassion fatiguée, usée par les années. La règle numéro 1, dit Amélie en la guidant à travers les couloirs, ne jamais entrer dans le bureau de Monsieur Dubois sans autorisation. La règle numéro 2, ne jamais poser de questions sur ses affaires. La règle numéro 3, ce que tu vois ici, ce que tu entends ici, reste ici. Elles passèrent devant une série de portes fermées. Chloé entendait des bruits derrière certaines, des voix masculines, le cliquetis de machines qu'elle ne pouvait identifier. Amélie ne ralentit pas, ne expliqua rien. Ses talons claquaient sur le carrelage comme un métronome implacable. Tu t'occuperas de l'entretien des appartements privés, chambre principale, salon, bibliothèque. Amélie s'arrêta devant une porte ornée d'une plaque dorée. Jamais le bureau, jamais le sous-sol, jamais les chambres du 3e étage. Qui habite au 3e étage? Amélie la fixa longuement. Première question, première erreur. Le message était clair. Chloé baissa les yeux, sentant le poids du regard d'Amélie sur elle. Autour d'elle, la propriété bruissait d'une activité silencieuse. Des hommes en costume sombre allaient et venaient, parlant dans des téléphones cryptés,
transportant des mallettes dont elle préférait ignorer le contenu. L'appartement privé de Dubois était un sanctuaire de luxe discret. Meubles italiens, tapis persans, bibliothèque remplie de classiques reliés cuir. Tout était parfaitement ordonné, comme si personne n'y vivait vraiment. Chloé commença par épousseter les étagères, ses gestes mécaniques masquant l'observation minutieuse des lieux. Sur le bureau, une photo dans un cadre d'argent. Une femme brune aux yeux doux tenant un enfant dans ses bras. Pas de ressemblance avec Dubois. Chloé s'approcha, intriguée malgré elle. Au dos du cadre, une inscription gravée. Elena et Thomas, mes anges gardiens. Tu fouillais déjà? La voix d'Amélie la fit sursauter. La gouvernante se tenait dans l'embrasure, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Je faisais juste le ménage. Monsieur Dubois n'aime pas qu'on touche à ses affaires personnelles. Amélie s'approcha, reprit la photo des mains de Chloé. Sa femme et son fils, morts dans un accident de voiture il y a 5 ans. Une information, volontaire. Amélie testait sa réaction, mesurait sa capacité à garder les secrets. Chloé hocha la tête, feignant l'indifférence. Mais quelque chose changeait dans sa perception de Dubois. L'homme froid et calculateur portait un deuil, une blessure qui expliquait peut-être le vide de cette propriété, l'absence de chaleur humaine. Les 3 jours passèrent dans une routine étrange. Chloé nettoyait, observait, apprenait les codes silencieux de la maison. Elle découvrit que les hommes en costume n'étaient pas de simples employés. Ils portèrent des armes, parlaient en code, disparaissaient parfois pendant des heures avant de revenir avec des visages fermés et des vêtements tachés. Marcel lui apportait ses repas dans sa chambre. Toujours les mêmes plats, salade, poisson grillé, légumes vapeur, une alimentation de prisonnière de luxe. Il ne parlait jamais, se contentait de déposer le plateau et de repartir. Mais ses yeux disaient tout. Pitié, mise en garde, résignation. Le soir du 3e jour, Chloé entendit des voitures dans la cour, des portières qui claquent, des pas pressés dans l'escalier. Dubois était de retour. Elle se colla à sa fenêtre, observant les silhouettes qui s'agitaient en bas. 3 berlines noires, des hommes qui parlaient en vite, gesticulaient. L'un d'eux portait un bandage à la tête, un autre boitait. Mission difficile, murmura-t-elle. Le lendemain matin, Dubois l'attendait dans la salle à manger. Il avait changé. Quelque chose de plus dur dans le regard, de plus tranchant dans les gestes. Ses mains étaient parfaitement manucurées, mais Chloé remarqua une petite cicatrice sur ses phalanges. Récente. « Comment s'est passée ton absence ?» demanda-t-il en découpant méthodiquement son steak. « Bien, monsieur. » Sa voix était plus assurée qu'elle ne l'espérait. « Amélie m'a dit que tu avais posé des questions. » Il leva les yeux, la fixa intensément. « C'est naturel. La curiosité est un signe d'intelligence. Mais ici, l'intelligence se mesure aussi à ce qu'on choisit de ne pas savoir. » Il se leva, contourna la table. Cette fois, il s'arrêta face à elle, posa ses mains sur les accoudoirs de sa chaise. Chloé était prise au piège, encerclée par cette présence qui irradiait le danger. « Ton père me devait de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas pour cela que tu es ici. » Sa voix était un murmure, presque intime. « Tu es ici parce que j'ai vu quelque chose en toi. Quelque chose de rare. » Quoi? La capacité de survivre, de s'adapter, de devenir ce que les circonstances exigent. Il effleura sa joue du bout des doigts. Un geste possessif, marquant son territoire. Ton père pensait te vendre comme une marchandise. Il ne comprenait pas qu'il me livrait un diamant brut. Chloé sentit sa respiration s'accélérer. Pas de peur cette fois. Quelque chose de plus complexe. Une forme de reconnaissance mutuelle. Comme si Dubois venait de lui révéler une vérité sur elle-même qu'elle ignorait. Que voulez-vous de moi? D'abord que tu comprennes qui je suis vraiment. Ensuite, il sourit, ce sourire énigmatique qui commençait à lui être familier. Nous verrons. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Chloé réfléchissait aux paroles de Dubois. Elle pensait à son père, à sa mère, à leur appartement minable où la violence remplaçait l'amour. Ici, dans cette prison dorée, elle découvrait un autre type de danger, plus subtil, plus intelligent. Un danger qui la fascinait autant qu'il l'effrayait. Elle commençait à comprendre que Pierre Dubois ne l'avait pas acheté pour en faire une victime. Il l'avait choisi pour autre chose, pour devenir quelqu'un d'autre. La question était-elle prête à accepter cette transformation? Dans l'obscurité de sa cellule, Chloé sourit pour la première fois depuis des semaines. Un sourire froid, calculateur. Peut-être avait-elle plus en commun avec son ravisseur qu'elle ne voulait l'admettre. La semaine suivante apporta un changement subtil dans la routine.
Dubois commença à inviter Chloé à partager ses repas, non plus dans la vaste salle à manger glaciale, mais dans un petit salon adjacent à ses appartements. L'atmosphère était différente ici, plus intime, plus dangereuse. « Parle-moi de tes rêves », dit-il un soir en découpant son agneau avec une précision chirurgicale. « Que voulais-tu devenir avant tout cela ?» Chloé hésita. Chaque question de Dubois était un piège potentiel, une sonde envoyée dans les recoins de son âme. Professeur de littérature. J'aimais les livres, les histoires. Les histoires. Il sourit, posant sa fourchette. J'ai remarqué que tu passais du temps dans ma bibliothèque. Amélie me dit que tu lis Machiavel. Le Prince. Oui. Elle soutint son regard, sentant qu'un test venait de commencer. Il écrit que la peur est plus fiable que l'amour pour maintenir le pouvoir. Et qu'en penses-tu? Qu'il avait à moitié raison. La peur maintient l'obéissance, mais l'amour inspire la loyauté, et la loyauté est plus durable que l'obéissance. Dubois l'observa longuement, ses yeux sondant chaque nuance de son expression. Puis il se leva, alla chercher une bouteille de vin dans un petit bar. Bordeaux 1998. Il remplit 2 verres, lui en tendit un. « À ta santé, Chloé, et à ta perspicacité. » Elle but une gorgée. Le vin était excellent, velouté, complexe. Un luxe qu'elle n'avait jamais goûté dans son ancienne vie. Dubois s'assit plus près cette fois, leurs genoux se frôlant presque. « Demain, j'ai une réunion importante. Des hommes viennent de Paris, des associés, difficile. Je veux que tu serves le dîner. » Pourquoi moi? Parce que tu observes, tu écoutes, et surtout, il effleura sa main posée sur la table. Tu comprends que le silence a parfois plus de valeur que l'or. Le lendemain soir, Chloé revêtit une robe noire simple qu'Amélie avait déposée sur son lit. Élégante sans être provocante. Le message était clair. Elle devait être visible sans attirer l'attention, présente sans exister vraiment. Un fantôme en robe de soirée. 5 hommes étaient assis autour de la table de la salle à manger. Tous la cinquantaine, tous en costume sombre, tous portant cette aura particulière de violence contenue que Chloé commençait à reconnaître. Dubois présidait, maître de cérémonie dans ce ballet mortel. « Gentlemen, permettez-moi de vous présenter Chloé. Elle s'occupe de mes appartements privés. » Sa voix était neutre, mais Chloé perçut la nuance possessive. Elle était exhibée comme un trophée, mais aussi protégée par cette exhibition même. Elle servit le premier plat en silence, évoluant entre les convives comme une ombre efficace. Leur conversation se déroulait en code, mélange de français et d'argot qu'elle déchiffrait peu à peu. Il était question de territoire, de pourcentage, de problèmes à résoudre. L'un des hommes, un brun aux yeux cruels, ne cessait de la fixer. « Elle est nouvelle ?» demanda-t-il à Dubois en la désignant du menton. « Récente acquisition, très polyvalente. » Le sous-entendu fit ricaner l'assemblée. Chloé sentit ses joues s'empourprer, mais continua son service sans broncher. Elle était une actrice dans une pièce dont elle ne connaissait pas encore tous les enjeux. Plus tard, alors qu'elle desservait, elle entendit l'homme aux yeux cruels chuchoter quelque chose à l'oreille de son voisin. Le mot « partage » revint plusieurs fois. Dubois les interrompit d'un regard glacial. « Messieurs, nous avons des affaires sérieuses à discuter. Chloé, vous pouvez disposer. » Elle s'inclina légèrement, mais au moment de franchir la porte, la voix de Dubois l'arrêta. « Attendez dans mes appartements. J'aurai besoin de vous plus tard. » Le message était double. Protection et promesse. Chloé quitta la salle sous les regards affamés des invités, comprenant qu'elle venait d'échapper à quelque chose d'autrement plus sordide. Dans le salon privé de Dubois, elle attendit, le cœur battant. Par la fenêtre, elle voyait des silhouettes patrouiller dans la cour. La propriété était bouclée, transformée en forteresse. Ces réunions n'étaient pas de simples dîners d'affaires. Dubois la rejoignit 2 heures plus tard, la cravate desserrée, l'air fatigué. Il se servit un whisky, en proposa un à Chloé qui déclina d'un geste. « Impression ?» demanda-t-il en s'affaissant dans un fauteuil. Il voulait savoir si j'étais disponible. Et que leur aurais-tu répondu? Chloé le fixa intensément. Que cela ne dépendait pas d'eux. Dubois sourit. Pour la première fois, ce sourire semblait sincère. Tu apprends vite, très vite même. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. Dans la cour, les berlines de ses invités démarraient, emportant leurs occupants vers d'autres ombres de la nuit marseillaise. Ces hommes dirigent la moitié du trafic entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Ils brassent des millions chaque mois. Et pourtant, il se tourna vers elle. Ils pensent encore avec leurs instincts de base. Prendre, posséder, détruire. Et vous?
Moi, je pense stratégie, long terme, construction d'empire. Il s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules. C'est pour cela que tu es là, Chloé. Pas pour satisfaire leurs appétits primitifs, pour quelque chose de bien plus important. Elle sentit ses mains chaudes à travers le tissu de sa robe. Pas de brutalité, pas d'urgence, juste une possession tranquille, assurée, comme s'il marquait son territoire sans violence. Qu'attendez-vous de moi exactement? D'abord, que tu comprennes ce monde, ses règles, ses dangers, ses opportunités. Il effleura sa joue. Ensuite, que tu choisisses ta place dans ce monde. Et si je refuse, tu ne refuseras pas. Sa voix était douce, presque tendre. Parce que tu as déjà goûté au pouvoir ce soir. Tu as vu ces hommes puissants te regarder avec envie, désir, mais aussi respect. Tu as senti ce que c'était d'être protégé par quelqu'un comme moi. Il avait raison. Malgré sa peur, malgré sa révolte, Chloé avait ressenti quelque chose d'enivrant dans cette position. Être désirée mais intouchable, convoitée mais protégée. Une forme de pouvoir qu'elle n'avait jamais expérimentée. « Mon père vous a vendu une fille terrifiée », murmura-t-elle. « Mais ce n'est plus cette fille que vous regardez. Non, je regarde une femme qui découvre sa vraie nature. » Il se rapprocha encore, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Une femme capable de tout, y compris de me surprendre. Le silence s'étira entre eux, chargé de tensions et de promesses non formulées. Chloé comprenait qu'elle se tenait à un carrefour. D'un côté, la résignation, l'acceptation passive de son sort. De l'autre, l'acceptation active de sa transformation, l'embrassement de cette nouvelle identité que Dubois lui proposait. « Si je reste, dit-elle finalement, ce sera par choix, pas par contrainte. » Bien sûr, il recula légèrement, respectant cette nouvelle distance qu'elle venait d'établir. « Tous mes associés les plus précieux sont là par choix. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Chloé repensa à la soirée, au regard des hommes, au sous-entendu, à la protection silencieuse de Dubois. Elle repensa aussi à son ancienne vie, au cou de son père, aux larmes résignées de sa mère. Deux mondes, deux formes de prison. Mais dans celui-ci, au moins, elle commençait à entrevoir la possibilité d'être autre chose qu'une victime. Elle ferma les yeux, souriante malgré elle. Demain, elle demanderait à Amélie de lui apprendre les codes vestimentaires de ce milieu. Elle voulait comprendre le langage silencieux du pouvoir, maîtriser les subtilités de cette nouvelle existence. Chloé Moreau, la fille terrorisée du quartier nord, était en train de mourir. Quelqu'un d'autre prenait sa place. Quelqu'un de plus fort, de plus intelligent, de plus dangereux. Et cette métamorphose, elle l'accueillait avec une excitation qu'elle n'osait s'avouer. Si cette histoire vous captive autant qu'elle nous passionne à la créer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous explorons les zones d'ombre de l'âme humaine, ces moments où les choix moraux deviennent flous et où les personnages révèlent leur vraie nature. Et vous, que pensez-vous de la transformation de Chloé? Dites-nous en commentaire. À sa place, auriez-vous fait les mêmes choix? Ou y a-t-il une ligne rouge que vous n'auriez jamais franchie? 3 mois s'écoulèrent dans une routine qui n'avait plus rien de celle d'une prisonnière. Chloé évoluait maintenant dans la propriété avec l'assurance de quelqu'un qui connaît les codes, qui comprend les silences. Amélie lui avait enseigné l'art de se vêtir selon les circonstances, tailleur strict pour les réunions d'affaires, robes élégantes pour les dîners, tenues décontractées mais raffinées pour les moments privés avec Dubois. « Tu apprends vite », avait murmuré la gouvernante en l'aidant à choisir une parure de perles. « Peut-être trop vite ?» Cette remarque flottait dans l'esprit de Chloé, tandis qu'elle se préparait pour une soirée particulière. Dubois recevait un homme qu'elle n'avait jamais vu, Antoine Mercier, un banquier parisien aux cheveux argentés et au regard calculateur. Tout en lui respirait l'argent propre, les transactions légales, le monde de la haute finance. Pourtant, il était là, dans cette propriété où les affaires se négocièrent dans l'ombre. « Chloé sera notre hôtesse ce soir », annonça Dubois en la présentant. « Elle a développé un talent remarquable pour anticiper les besoins de mes invités. » Mercier la salua avec une politesse étudiée, mais ses yeux la jaugeaient comme une marchandise. Pas de désir cette fois, plutôt une évaluation professionnelle, comme s'il calculait sa valeur dans une équation complexe. Le dîner se déroula dans un ballet parfaitement orchestré. Chloé servait, écoutait, enregistrait chaque nuance des négociations. Il était question de blanchiment, de comptes offshore, de pourcentages sur des transactions astronomiques. Mercier possédait 3 banques privées et un réseau de sociétés écrans qui pouvaient faire disparaître des millions sans laisser de traces. Vos besoins deviennent considérables,
dit Mercier en dégustant son cognac. Il nous faut revoir nos tarifs. 15% c'est déjà généreux, répliqua Dubois, sa voix gardant ce ton neutre qui masquait mal l'irritation. 18. Les risques augmentent, la surveillance aussi. Chloé, qui remplissait leur verre, sentit la tension monter entre les deux hommes. Mercier avait cette arrogance des gens habitués à négocier en position de force. Dubois, lui, gardait ce calme dangereux qu'elle avait appris à redouter. « Nous reparlerons des détails plus tard », dit finalement Dubois. « Chloé, pourriez-vous nous préparer du café dans mon bureau ?» Elle acquiesça, comprenant le message. Le vrai marché allait se conclure ailleurs, loin des oreilles indiscrètes. Mais en préparant le service, elle remarqua que Dubois avait laissé son téléphone sur le comptoir de la kitchenette. L'écran s'illumina. Un message de Marcel. « Équipe en place. Attendons vos ordres. » Son sang se glaça. Elle connaissait maintenant assez le fonctionnement de l'organisation pour comprendre. Mercier était venu négocier, mais Dubois avait peut-être d'autres plans. Les gens qui poussaient trop loin leurs exigences avec lui avaient tendance à disparaître. Quand elle apporta le café dans le bureau, l'atmosphère avait changé. Mercier semblait nerveux, jetant des regards vers la porte comme s'il cherchait une sortie. Dubois, lui, affichait ce sourire qu'elle avait appris à associer aux moments les plus dangereux. « Chloé, restez s'il vous plaît. Monsieur Mercier aimerait vous poser quelques questions. » Elle s'assit, les mains sagement posées sur ses genoux, adoptant cette attitude de soumission polie qu'elle maîtrisait parfaitement maintenant. Mercier la regarda intensément. « Mademoiselle, depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Dubois ?»« 4 mois, monsieur. »« Et vos fonctions exactes ?» Chloé jeta un coup d'œil à Dubois, qui hocha imperceptiblement la tête. « Je m'occupe de l'intendance de ses appartements privés. Et parfois, j'assiste aux réunions importantes. Vous entendez donc beaucoup de choses. Des choses confidentielles. J'entends ce que Monsieur Dubois veut bien que j'entende. » Mercier sourit, mais ce n'était pas un sourire agréable. « Intelligente et loyale, j'imagine. Mais la loyauté, mademoiselle, c'est comme tout. Cela s'achète. » Le silence qui suivit était électrique. Dubois n'avait pas bougé, mais Chloé sentait la colère irradier de lui comme une vague de chaleur mortelle. Mercier venait de commettre une erreur fatale. Suggérer qu'elle pourrait être retournée. « Monsieur Mercier, » dit Dubois d'une voix dangereusement douce, « je crois que vous sous-estimez la qualité de mes recrutements. Pas du tout. Mais dans notre milieu, il faut parfois diversifier ses sources d'informations. Votre protégé pourrait nous être utile, moyennant compensation, bien entendu. » Chloé comprit qu'elle assistait à un test, pas seulement de sa loyauté, mais de son intelligence. Mercier ne cherchait pas vraiment à la recruter. Il testait les réactions de Dubois, sondait ses failles. Elle était devenue un pion dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. « Je pense, » dit-elle lentement, « que Monsieur Mercier confond loyauté et opportunisme. » Les deux hommes la regardèrent, surpris par cette intervention non sollicitée. Elle continua, sentant qu'elle jouait gros. Un opportuniste change de camp selon ses intérêts. Mais moi, j'ai choisi mon camp. Et ce choix n'est pas négociable. Dubois sourit. Un vrai sourire cette fois, empli de fierté et de possessivité. Mercier, lui, parut contrarié. Il venait de comprendre qu'il avait mal évalué la situation. « Très bien, » dit-il en se levant. « Je pense que nous avons terminé pour ce soir. Pierre, vous me ferez savoir pour les nouveaux tarifs. » « Bien sûr. Marcel vous raccompagnera. » Après le départ de Mercier, Dubois resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre les feux arrière de la berline qui s'éloignaient. Chloé attendait, devinant que quelque chose d'important venait de se jouer. « Il va falloir le neutraliser, » dit-il finalement. « Il en sait trop et il devient gourmand. »« Vous allez le tuer ?»« Pas directement. Mais Mercier va avoir des problèmes avec le fisc dans les prochaines semaines. Des documents compromettants vont apparaître. Sa réputation va s'effondrer. » Chloé hocha la tête, fascinée malgré elle par l'élégance de cette vengeance. Pas de violence directe, juste la destruction méthodique d'une existence par les moyens légaux. « Et si j'avais accepté sa proposition ?» demanda-t-elle. Dubois se tourna vers elle, son regard sondant chaque parcelle de son visage. « Tu n'y as même pas pensé. C'est pour cela que tu es différente des autres. » Il s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules. Cette fois, le geste était différent, plus intime, plus possessif, comme s'il venait de franchir une ligne invisible. « Tu as prouvé quelque chose d'important ce soir, Chloé, que tu n'es plus la fille terrifiée qu'on m'a amenée. Tu es devenue autre chose. »« Quoi ? » ?»« Ma partenaire, dans tous les sens du terme. » Il l'embrassa, pas comme un ravisseur prenant possession de sa victime,
mais comme un homme embrassant une égale. Chloé répondit à ce baiser, sentant qu'elle franchissait définitivement le point de non-retour. Elle n'était plus une prisonnière dans une cage dorée, elle était devenue complice. Cette nuit-là, pour la première fois, elle ne regagna pas sa chambre. Elle resta dans les appartements de Dubois, dans son lit, entre ses bras. Ils ne firent pas l'amour. C'était trop tôt, trop calculé. Mais ils scellèrent leur alliance d'une autre façon, en partageant leurs secrets, leurs peurs, leurs ambitions. Mon père me battait, avoua-t-elle dans l'obscurité. Ma mère me regardait me faire battre sans intervenir. Ils m'ont vendu comme un objet. Et maintenant je comprends qu'il y a différentes façons d'être libre. Parfois, il faut accepter une cage pour échapper à une prison. Dubois caressa ses cheveux, pensif. Tu sais ce qui m'a attiré chez toi? Pas ta beauté, pas ta jeunesse. Ton regard. Tu avais le regard de quelqu'un qui avait déjà tout perdu. Et quand on a tout perdu, on peut tout gagner. Au petit matin, Chloé se réveilla changée. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, elle ne reconnut pas entièrement la femme qui lui faisait face. Ses traits étaient les mêmes, mais quelque chose dans l'expression avait mué. Une dureté nouvelle, une assurance qui n'existait pas quelques mois plus tôt. Elle était en train de devenir exactement ce que Dubois avait prévu qu'elle devienne. Et le plus troublant, c'est qu'elle aimait cette transformation. La fille du quartier nord était morte. À sa place naissait une femme capable de tout, y compris d'aimer son bourreau devenu protecteur. 6 mois plus tard, Chloé se tenait dans le bureau de Dubois, étudiant les plans étalés sur la table d'acajou. Des schémas de port, des horaires de rotation des équipes de sécurité, des itinéraires de transport. Elle portait un tailleur Chanel noir, ses cheveux tirés en chignon strict, une montre Cartier au poignet. Rien ne subsistait de la fille terrifiée qui avait franchi ses grilles une année auparavant. L'opération se déroule demain soir, expliquait Marcel, pointant différents emplacements sur la carte. 3 camions, 15 tonnes de marchandises en provenance d'Alger. La livraison doit être parfaite. Chloé hocha la tête, ses yeux scrutant chaque détail. Elle connaissait maintenant la nature exacte des affaires de Dubois, un réseau sophistiqué d'importation qui faisait transiter drogue, armes et argent sale à travers toute l'Europe. Elle n'était plus une simple observatrice. Elle était devenue coordinatrice, celle qui vérifiait que chaque rouage fonctionnait parfaitement. Et les douaniers? Demanda-t-elle d'une voix neutre. Achetés depuis 3 mois. Rotation prévisible. Équipe de nuit complice. Marcel évitait son regard. Il ne s'était jamais habitué à voir cette jeune femme donner des ordres, avec l'autorité naturelle de quelqu'un né pour commander. Dubois observait en silence depuis son fauteuil, un léger sourire aux lèvres. Il regardait sa création évoluer, cette œuvre d'art criminel qu'il avait patiemment sculptée. Chloé avait dépassé ses espérances les plus folles. Le téléphone sonna. Dubois décrocha, écouta quelques secondes, puis raccrocha brutalement. Son visage s'était assombri. Problème. Mercier vient de sortir de prison. Ses charges ont été abandonnées. Le silence tomba comme une chape de plomb. Chloé sentit son estomac se nouer. Mercier était censé être neutralisé définitivement. Sa carrière détruite, sa réputation anéantie. S'il était libre, cela signifiait qu'il avait trouvé des appuis, des protections. Et un homme comme lui ne sortait jamais de prison les mains vides. « Il sait tout de nos opérations », murmura Marcel. « Les comptes, les routes, les contacts. Il va vendre les informations aux plus offrants », ajouta Chloé, son esprit calculant déjà les implications. « Police, concurrents, services secrets. Nous avons 48 heures maximum avant que tout s'effondre. » Dubois se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dans la cour, ces hommes continuaient leur ronde, inconscients que leur monde vacillait sur ses fondations. Il avait bâti cet empire pendant 15 ans, pierre par pierre, alliance par alliance. Et maintenant, un seul homme pouvait tout détruire. « Il faut partir », dit Chloé. « Liquider les comptes, effacer les preuves, disparaître. » Non, la voix de Dubois était ferme, tranchante. Fuir, c'est admettre la défaite, et je ne fuis jamais. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une détermination froide. Mercier veut jouer? Nous allons jouer. Mais selon mes règles. Cette nuit-là, Chloé ne dormit pas. Elle était allongée contre Dubois, écoutant sa respiration régulière, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Ils étaient amants maintenant, complices dans tous les sens du terme. Elle avait appris à aimer cet homme, autant qu'à le craindre. Ou peut-être était-ce la même chose. Son téléphone vibra. Un message anonyme. « Jolie métamorphose, petite Chloé.
Ton père serait fier, ou horrifié. A.M. Mercier. Il savait où elle était, qui elle était devenue. Le message était une menace à peine voilée, une démonstration de pouvoir. Il pouvait l'atteindre même ici, dans cette forteresse qu'elle croyait imprégnable. Elle effaça le message sans réveiller Dubois, mais une idée germait dans son esprit, une idée terrible et séduisante à la fois. Le lendemain matin, elle demanda à voir Dubois en privé. Ils s'installèrent dans le petit salon où ils avaient partagé leur premier vrai dîner, 1 an plus tôt. Elle portait une robe simple, ses cheveux lâchés, adoptant délibérément l'apparence de la jeune femme vulnérable qu'elle avait été. « J'ai une proposition », dit-elle en posant une photo sur la table. Mercier, sortant du tribunal, souriant au photographe. « Laisse-moi m'en occuper. » Dubois fronça les sourcils. « C'est dangereux. Mercier n'est pas un amateur. Justement, il ne se méfiera pas d'une simple maîtresse envoyée pour négocier. » Elle se pencha vers lui, posa sa main sur la sienne. « Il me connaît. Il m'a vu jouer la petite employée soumise. Il croit me comprendre. Et s'il se doute de quelque chose ?» Chloé sourit. Ce sourire froid qu'elle avait appris de lui, cette expression qui ne laissait rien transparaître des intentions réelles. Alors il mourra en pensant qu'il était plus intelligent qu'il ne l'était vraiment. Dubois l'étudia longuement, pesant les risques. Puis il hocha la tête. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Mercier aime les jolies femmes. Et il aime encore plus humilier ses ennemis en leur prenant ce qu'ils ont de plus précieux. Elle marqua une pause. « Je vais lui proposer un marché. Moi contre ton empire. » Le plan était d'une simplicité diabolique. Chloé contacta Mercier, prétextant vouloir négocier secrètement. Elle lui donna rendez-vous dans un restaurant discret du Vieux-Port, loin de la propriété de Dubois. Un lieu public, rassurant pour un homme méfiant. Mercier arriva ponctuel, élégant dans son costume italien, affichant ce sourire carnassier qu'elle se souvenait. Il la détailla de la tête aux pieds, comme un prédateur évaluant sa proie. Chloé, toujours aussi ravissante, et toujours aussi loyale, cela dépend de ce que vous m'offrez. Elle avait adopté le ton légèrement provoquant de quelqu'un qui teste les limites. Pierre va tout perdre. Son empire s'effondre. Je préfère négocier ma sortie avant le naufrage. Mercier ricana. Intelligente. J'ai toujours su que vous étiez plus futé que vous ne le laissiez paraître. Ils dînèrent en échangeant des sous-entendus, chacun jaugeant l'autre. Mercier croyait séduire une transfuge désespérée. Chloé jouait parfaitement son rôle, mélange calculé de vulnérabilité et d'ambition. « Venez chez moi », proposa-t-il finalement. « Nous terminerons cette conversation dans un cadre plus intime. » L'appartement de Mercier surplombait la Canebière, luxueux et impersonnel comme une suite d'hôtels. Il lui servit du champagne, s'assit près d'elle sur le canapé de cuir blanc, trop près. Sa main effleura sa cuisse. « Alors, chère Chloé, quelles informations pouvez-vous me donner sur les opérations de Dubois ? » « Tout, compte, contact, opération en cours. » Mais d'abord, elle posa sa main sur sa poitrine, sentit son cœur s'accélérer. « Montrez-moi que vous êtes un homme de parole. » Il l'embrassa brutalement, ses mains se faisant possessives. Chloé ferma les yeux, se forçant à répondre, à jouer cette comédie jusqu'au bout. Elle pensait à Dubois, à tout ce qu'il lui avait appris. La patience, la dissimulation, l'art de frapper au moment où l'ennemi se croit en sécurité. « Vous êtes encore plus belle que je ne l'imaginais », murmura Mercier contre son cou. « Et vous êtes exactement ce que j'espérais. » Sa main glissa vers son sac à main, en sortit discrètement une seringue. Un homme prévisible. Elle planta l'aiguille dans son cou avant qu'il puisse réagir. Le produit fit effet en quelques secondes. Mercier s'effondra, conscient mais paralysé, ses yeux exprimant une terreur muette. « Curare synthétique », expliqua-t-elle calmement en remettant la seringue dans son sac. Vous pouvez tout entendre, tout voir, mais plus bouger, ni parler. Parfait pour une conversation à sens unique. Elle s'agenouilla près de lui, caressa presque tendrement ses cheveux. Vous pensiez acheter une petite employée terrifiée, mais cette fille n'existe plus depuis longtemps. À sa place, il y a quelqu'un que Pierre a créé de toutes pièces. Quelqu'un de bien plus dangereux que vous ne pouviez l'imaginer. Les heures suivantes furent méthodiques. Chloé fouilla l'appartement, récupéra tous les documents compromettants, effaça les disques durs, détruisit les preuves. Mercier assistait impuissant à l'anéantissement de ses derniers atouts. Quand les premières lueurs de l'aube apparurent, elle injecta la dose finale. Le cœur de Mercier s'arrêta en quelques minutes. Pour les enquêteurs, ce serait une crise cardiaque. Un homme stressé, fraîchement sorti de prison, qui n'avait pas supporté la pression.
De retour à la propriété, Chloé trouva Dubois qui l'attendait dans son bureau. Il leva les yeux de ses papiers quand elle entra, lut immédiatement la réponse sur son visage. « C'est fini ? C'est fini. » Il se leva, s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains. « Tu es sûr que ça va ?» Chloé sourit. Un sourire serein, presque heureux. « Oui, pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement qui je suis. » Ils s'embrassèrent, scellant définitivement leur alliance. Dehors, le soleil se levait sur Marseille, illuminant une ville où les règles étaient écrites par ceux qui avaient le courage de les imposer. 2 ans plus tard, Pierre Dubois et Chloé Moreau dirigeaient ensemble le plus puissant réseau criminel du sud de la France. Elle n'était plus la fille vendue par son père. Elle était devenue la reine d'un empire bâti dans l'ombre. Et parfois, dans les moments de silence, elle repensait à cette jeune fille terrifiée qui pleurait dans un appartement miteux. Cette fille lui semblait appartenir à une autre vie, à une autre époque. Elle était morte le jour où elle avait franchi ses grilles. À sa place était né quelqu'un d'infiniment plus fort, quelqu'un capable de tout, y compris d'aimer et de tuer avec la même froideur calculée. La transformation était achevée, et elle était parfaite. Cette histoire vous a-t-elle touché autant qu'elle nous a marqué en l'écrivant ? Nous sommes une communauté qui explore les recoins les plus sombres de la condition humaine, ces moments où les choix définissent qui nous devenons vraiment. Si ces récits résonnent en vous, rejoignez-nous en vous abonnant. Et surtout, dites-nous, pensez-vous que Chloé était déjà cette femme en puissance, ou est-ce Dubois qui l'a créée? La transformation révèle-t-elle notre vraie nature, ou la déforme-t-elle à jamais? Vos réflexions enrichissent toujours notre compréhension de ces personnages complexes.